En août 2017, l'archéologue Côme Bressan et sa fille Perle, âgée de 14 ans, disparaissent sans laisser de traces dans les montagnes des Cévennes. Cette région du sud de la France, réputée pour ses paysages sauvages et ses richesses archéologiques, devient le théâtre d'un mystère qui va hanter les autorités pendant 5 longues années. Comme professeur respecté à l'université de Montpellier et spécialiste reconnu des civilisations celtes, dirigeait ce jour-là des fouilles de routine sur un site prometteur près du village de Saint-André de Valborgne. Sa fille, Perle, brillante adolescente passionnée d'histoire, l'accompagnait comme chaque été depuis sa plus tendre enfance. Le matin du 25 août, père et fille quittent le site principal pour explorer une zone rocheuse située à quelques centaines de mètres. Ils emportent avec eux le matériel habituel, carnet de notes, outils de prospection, appareil photo et la tablette numérique que Côme utilise pour documenter chacune de ses découvertes. Vers 11h30, ils s'éloignent du groupe en promettant de revenir pour le déjeuner. C'est la dernière fois que quelqu'un les voit vivants. Pendant 5 années complètes, leur sort demeure un mystère absolu. Les recherches les plus importantes jamais organisées dans les Cévennes ne révèlent aucun indice, aucune trace, aucun élément permettant de comprendre ce qui leur est arrivé. Des centaines de bénévoles, des équipes de secours spécialisées, des chiens pisteurs, des hélicoptères, des spéléologues explorent chaque recoin de cette montagne hostile sans résultat. L'enquête piétine, les pistes s'épuisent une à une, et la famille Bressan sombre dans un chagrin mêlé d'espoir ténu et d'incompréhension totale. Puis, en juillet 2022, 5 ans presque jour pour jour, après la disparition, des alpinistes expérimentés font une découverte stupéfiante. Lors de l'escalade d'une paroi rocheuse particulièrement technique, située dans la partie la plus sauvage des Cévennes, ils repèrent un objet artificiel coincé dans une crevasse à plus de 80 mètres de hauteur. Cet objet, coincé si profondément dans la faille qu'il est invisible depuis le sol et accessible seulement depuis cette position précise d'escalade, s'avère être la tablette numérique de Côme Bressan. Ce qui se trouve à l'intérieur de cet appareil, miraculeusement préservé malgré 5 années d'exposition aux intempéries cévenoles, va révéler une vérité si troublante qu'elle changera à jamais la perception de cette disparition mystérieuse. Les données récupérées par les experts de la police scientifique révèlent l'existence d'un trésor archéologique d'une valeur inestimable, d'un réseau criminel international et d'une tragédie humaine qui dépasse de loin tout ce que les enquêteurs avaient pu imaginer. Comment un père et sa fille, parfaitement préparés et connaissant ces montagnes comme leur poche, ont-ils pu simplement s'évaporer dans une région qu'ils parcouraient depuis des années? Que faisaient-ils réellement dans cette zone rocheuse éloignée de leur site de fouilles habituel? Et surtout, que contenait cette tablette pour que certaines personnes soient prêtes à commettre l'irréparable pour que ces informations ne voient jamais le jour? Cette enquête extraordinaire va nous révéler les dessous d'un monde où la passion pour l'histoire se heurte aux appétits les plus sordides, où la beauté des découvertes archéologiques attise les convoitises les plus dangereuses. Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Les Cévennes, cette chaîne de montagnes du sud de la France qui s'étend majestueusement entre l'Ardèche, la Lozère et le Gard, constitue l'un des territoires les plus fascinants d'Europe pour les archéologues. Avec leur sommet culminant à plus de 1600 mètres d'altitude, leurs vallées profondes, creusées par des millénaires d'érosion, et leurs plateaux calcaires, criblés de grottes et de cavités naturelles, cette région offre un terrain de jeu exceptionnel pour quiconque s'intéresse aux civilisations anciennes. Le paysage cévenol, façonné par l'histoire géologique complexe du Massif central, recèle des trésors archéologiques qui remontent aux premières occupations humaines de ces terres. C'est dans ce décor grandiose et sauvage que Côme Bressan avait établi sa réputation de spécialiste incontournable des civilisations celtes.
Cet homme de 45 ans, d'apparence élégante, malgré ses habitudes de terrain, incarnait parfaitement le chercheur passionné de la nouvelle génération. Grand, mince, avec des cheveux châtains parsemés de quelques fils gris qui témoignaient de ses longues heures passées sous le soleil des chantiers de fouilles. Il possédait ses yeux verts perçants derrière ses lunettes qui brillaient d'un éclat particulier dès qu'il évoquait ses découvertes. Professeur d'archéologie à l'université de Montpellier depuis 15 ans, il avait acquis une renommée qui dépassait largement les frontières de l'Hexagone. Ses étudiants l'adoraient pour sa capacité remarquable à faire revivre le passé à travers ses récits détaillés et passionnés des fouilles qu'il dirigeait chaque été dans les Cévennes. Comme possédait ce don rare de transformer les fragments de céramique les plus anodins en fenêtres ouvertes sur des civilisations disparues. Il parlait des Celtes comme s'il les avait personnellement côtoyés, décrivant leurs techniques artisanales, leurs croyances religieuses et leur structure sociale, avec une précision et une émotion qui captivaient son auditoire. Ses cours magistraux étaient réputés dans toute l'université, attirant des étudiants d'autres disciplines simplement par curiosité intellectuelle. La vie de Côme avait basculé 3 ans auparavant, avec le décès de son épouse Mathilde, emportée par un cancer foudroyant à l'âge de 41 ans, et cette femme remarquable, bibliothécaire spécialisée dans les manuscrits médiévaux, avait été sa complice intellectuelle et sentimentale pendant 15 années de mariage. Sa disparition avait profondément marqué Côme, qui avait dû réapprendre à vivre en élevant seule sa fille Perle. Cette épreuve l'avait paradoxalement rapproché de sa fille unique, créant entre eux une complicité exceptionnelle fondée sur leur passion commune pour l'histoire et l'archéologie. Perle Bressan, du haut de ses 14 ans en cet été 2017, était une adolescente d'une maturité remarquable. Ses cheveux bruns bouclés, hérités de sa mère, encadraient un visage fin aux traits délicats, illuminé par les mêmes yeux verts que son père. Brillante élève au lycée René Gosse de Montpellier, elle excellait particulièrement en histoire, en langues anciennes et en sciences naturelles. Ses professeurs la décrivaient comme une jeune fille curieuse, posée et d'une intelligence vive, toujours prête à approfondir ses connaissances au-delà des programmes scolaires. Depuis l'âge de 8 ans, Perle accompagnait régulièrement son père sur ses sites de fouilles pendant les vacances scolaires. Ce qui avait commencé comme une solution de garde était devenu une véritable vocation précoce. La fillette avait rapidement appris à manier les outils d'excavation avec une dextérité surprenante pour son âge, comprenant instinctivement les gestes précis nécessaires pour dégager les objets anciens sans les endommager. Elle possédait surtout cet œil particulier qui caractérise les grands archéologues. Cette capacité à distinguer dans la terre les formes et les couleurs qui trahissent la présence d'artefacts. Le site archéologique où travaillait l'équipe de Côme cet été-là présentait des caractéristiques particulièrement prometteuses. Situé près du village pittoresque de Saint-André de Valborgne, dans la partie gardoise des Cévennes, il occupait un plateau calcaire qui dominait la vallée du Gardon de Saint-Jean. Cette zone, riche en vestiges celtes et gallo-romains, avait déjà livré plusieurs découvertes importantes au cours des campagnes de fouilles précédentes. Les analyses stratigraphiques révélaient une occupation humaine continue sur plus de 8 siècles, depuis le IVe siècle avant notre ère jusqu'à l'époque gallo-romaine. L'équipe de recherche dirigée par Côme cette année-là comptait 9 membres, 6 étudiants en archéologie venus de diverses universités françaises et européennes, 2 collègues chercheurs confirmés, plus Côme et Perle. Cette composition internationale donnait aux fouilles une dimension formatrice exceptionnelle, permettant des échanges d'expériences et de méthodes entre différentes écoles archéologiques. L'objectif principal de cette campagne était de mettre au jour les fondations complètes d'un ancien oppidum celte datant du IIIe siècle avant notre ère, dont les premières traces avaient été découvertes l'année précédente. Les conditions de travail étaient particulièrement agréables cet été-là. L'équipe logeait dans une auberge familiale du village, l'auberge des Cévennes, tenue avec une bienveillance toute méridionale par Marcel et Suzanne Calvès.
Ce couple de retraités, anciens instituteurs de la région, avait transformé leur grande maison de famille en établissement d'accueil spécialement adapté aux chercheurs. Chaque chambre était équipée d'un espace de travail permettant aux archéologues de poursuivre leurs analyses en soirée. Et Suzanne préparait des repas copieux et savoureux qui reconfortaient l'équipe après les longues journées passées sur le terrain. Cette auberge était devenue au fil des ans un véritable point de ralliement pour tous les chercheurs travaillant dans la région. Marcel, passionné d'histoire locale, possédait une connaissance encyclopédique des Cévennes et de leurs traditions. Ses récits le soir, autour de la grande cheminée du salon, enrichissaient la compréhension que les archéologues avaient du territoire qu'ils étudiaient. Suzanne, pour sa part, s'était prise d'affection pour ces jeunes gens venus du monde entier pour percer les secrets du passé cévenol. Le travail sur le site progressait remarquablement bien durant cet été 2017, dépassant même les espérances les plus optimistes de Côme. L'équipe avait déjà mis au jour plusieurs fragments de céramique exceptionnellement bien conservés, témoignant d'un savoir-faire artisanal d'une sophistication remarquable pour l'époque. Ces tessons, ornés de motifs géométriques complexes et de représentations stylisées d'animaux, révélait l'existence d'ateliers de potiers particulièrement habiles au sein de cette communauté celte. Parallèlement, la découverte de plusieurs outils en bronze parfaitement préservés, des fibules, des couteaux et même une hache de parade richement décorée, témoignait de l'importance stratégique et économique de cet oppidum dans l'Antiquité. Gomme documentait méticuleusement chaque découverte selon les protocoles scientifiques les plus stricts, appliquant les méthodes de terrain qu'il avait perfectionnées au cours de ses 15 années d'expérience. Chaque objet exhumé était immédiatement photographié in situ avec sa tablette numérique haute résolution, puis géolocalisé avec précision grâce au GPS intégré. Il répertoriait ensuite chaque artefact dans une base de données complexe qui prenait en compte non seulement les caractéristiques physiques de l'objet, mais aussi son contexte stratigraphique, sa position relative par rapport aux autres découvertes et toutes les observations susceptibles d'éclairer son usage et sa signification historique. Cette minutie, qui pouvait parfois agacer les étudiants impatients de progresser plus rapidement, s'avérait toujours payante lors des phases d'analyse et d'interprétation. Côme avait pour habitude de répéter à son équipe que chaque fragment de poterie raconte une histoire, mais seulement si nous prenons le temps de l'écouter. Cette philosophie de travail, exigeante mais respectueuse du patrimoine archéologique, avait contribué à établir sa réputation de chercheur rigoureux et fiable au sein de la communauté scientifique internationale. Perle, qui passait ses vacances estivales sur le site depuis maintenant 6 ans, s'était révélée être bien plus qu'une simple observatrice bienveillante. Sa jeunesse et sa petite taille lui permettaient d'accéder à des zones de fouilles difficiles que les adultes ne pouvaient explorer qu'avec peine. Mais surtout, elle avait développé cet œil particulier qui caractérise les grands archéologues, cette capacité intuitive à repérer dans la terre les formes, les couleurs et les textures qui trahissent la présence d'objets anciens. Son regard affûté avait déjà permis de découvrir plusieurs artefacts importants que les adultes avaient manqués lors de leur première passe. Les étudiants de l'équipe l'avaient surnommée affectueusement la petite archéologue et appréciaient sincèrement sa présence sur le chantier. Loin d'être une gêne ou une distraction, Perle contribuait activement au travail collectif, posant des questions pertinentes qui poussaient parfois les chercheurs plus expérimentés à reconsidérer leurs hypothèses. Sa curiosité insatiable et sa soif d'apprendre créaient une émulation positive au sein du groupe, rappelant à chacun pourquoi il avait choisi cette discipline exigeante mais passionnante. Le climat de travail sur le chantier était particulièrement harmonieux cet été-là. L'équipe internationale fonctionnait comme une famille temporaire unie par la passion commune de la découverte et de la connaissance. Les soirées à l'auberge se prolongeaient souvent autour de discussions animées sur les interprétations possibles des découvertes du jour.
chacun apportant sa perspective et son expertise dans une atmosphère de respect mutuel et d'enrichissement intellectuel constant. Cette ambiance studieuse mais détendue explique pourquoi la disparition soudaine de Com et Pearl frappa l'équipe avec la violence d'un coup de tonnerre dans un ciel serein. Rien, absolument rien dans leur comportement des jours précédents n'avait laissé présager le drame qui allait se jouer ce matin du 25 août 2017. Le vendredi 25 août 2017 marque donc ce jour fatidique où la vie de Com et Pearl Bressan bascula définitivement dans le mystère et la tragédie. Cette journée avait pourtant commencé comme toutes les autres de cet été laborieux et fructueux, dans la routine rassurante d'un chantier de fouilles bien organisé. Le réveil avait sonné à 6h30 précises dans la petite chambre mansardée qu'il partageait au 2e étage de l'auberge, une pièce cosy avec ses poutres apparentes et sa vue imprenable sur les montagnes cévenoles. Com s'était levé le premier, comme à son habitude depuis des années, appréciant ces quelques minutes de solitude matinale pour organiser mentalement sa journée de travail. Il avait préparé le café dans la petite kitchenette aménagée dans un coin de leur chambre, savourant l'arôme qui se répandait dans la pièce, encore silencieuse. Pendant ce temps, Pearl émergeait lentement du sommeil, étirée dans le petit lit jumeau près de la fenêtre, ses cheveux bruns ébouriffés par la nuit et ses yeux verts encore embués de rêves. Vers 7h15, père et fille avaient rejoint le reste de l'équipe dans la salle à manger de l'auberge pour le petit déjeuner. Suzanne Calves se souvenait parfaitement de cette matinée car Pearl avait complimenté ses confitures maison et avait demandé la recette pour l'apprendre à son retour à Montpellier. Com, lui, consultait déjà ses notes de la veille sur sa tablette, planifiant la journée de fouilles. À 8h précises, l'équipe avait pris la route vers le site archéologique, situé à 15 minutes de marche du village, par un sentier de montagne bien balisé. Le temps était magnifique ce matin-là. Un ciel d'un bleu profond, une température agréable de 22 degrés, et une légère brise qui rendait le travail en extérieur particulièrement plaisant. Sur le site, Com avait réparti les tâches comme chaque jour. Les étudiants continuaient le dégagement méthodique de la zone principale, tandis que lui-même et son collègue Laurent Fabre se concentraient sur une nouvelle section qui semblait prometteuse. Pearl, équipée de ses propres outils miniatures, travaillait dans un carré de fouilles spécialement délimité pour elle, sous la supervision bienveillante de son père. Vers 11h30, Com avait annoncé qu'il souhaitait explorer une zone rocheuse située à environ 500 mètres du site principal. Cette zone, qu'il n'avait pas encore eu le temps d'examiner, présentait selon lui des caractéristiques géologiques intéressantes qui pourraient receler des vestiges. Pearl avait immédiatement demandé à l'accompagner, ce qui était tout à fait habituel lors de ces reconnaissances préliminaires. Laurent Fabre, qui dirigeait les fouilles en l'absence de Com, se rappelait parfaitement leur départ. Com portait son sac à dos habituel contenant ses outils de prospection, son carnet de notes, sa tablette numérique et des bouteilles d'eau. Pearl avait emporté son petit sac rose avec ses affaires personnelles et son appareil photo numérique dont elle ne se séparait jamais. Ils avaient promis de revenir pour le déjeuner prévu à 13h. La zone qu'ils comptaient explorer se trouvait dans une partie plus sauvage des Cévennes, caractérisée par des formations rocheuses calcaires typiques de la région. Des falaises abruptes alternaient avec des vallons boisés, et de nombreuses failles et crevasses naturelles marquaient le paysage. Cette géologie particulière avait souvent servi de refuge aux populations anciennes, ce qui justifiait l'intérêt archéologique de Com pour cette zone. 13h arrivèrent, sans que père et fille ne réapparaissent. Laurent Fabre ne s'inquiéta pas immédiatement, connaissant la tendance de Com à perdre la notion du temps lorsqu'il découvrait quelque chose d'intéressant. L'équipe déjeuna donc sans eux, pensant qu'ils avaient simplement trouvé de quoi les occuper plus longtemps que prévu. Mais quand 14h, puis 15h passèrent sans nouvelles, l'inquiétude commença à gagner le groupe. Laurent tenta d'appeler Com sur son téléphone portable, mais n'obtint que le message de la boîte vocale. Dans cette région montagneuse, la couverture réseau était souvent défaillante,
ce qui expliquait initialement cette absence de réponse. À 16 heures, Laurent décida d'aller à leur recherche avec 2 étudiants. Ils suivirent la direction que Com et Perle avaient reprise le matin, appelant leur nom régulièrement. Leur voix résonnait dans les vallons sans obtenir de réponse. Ils explorèrent la zone rocheuse que Com voulait examiner, mais ne trouvèrent aucune trace de leur passage. L'alerte fut donnée à 18h30, lorsque Laurent Fabre contacta la gendarmerie de Saint-Jean-du-Gard. Le gendarme de service, le brigadier-chef Michel Lamort, prit immédiatement la situation au sérieux. Dans cette région des Cévennes, les accidents de montagne n'étaient pas rares, et la disparition d'un père et de sa fille nécessitait une intervention rapide. Les premières recherches débutèrent dès le soir même. Une équipe de gendarmes spécialisée en montagne, accompagnée de membres du groupe de secours en montagne local, ratissa systématiquement la zone où Com et Perle avaient été vus pour la dernière fois. Ils utilisèrent des projecteurs puissants pour continuer les recherches durant une partie de la nuit, mais l'obscurité et la complexité du terrain limitèrent leurs efforts. Le lendemain matin, samedi 26 août, les recherches reprirent avec des moyens renforcés. Un hélicoptère de la sécurité civile survola la région pendant des heures, scrutant chaque recoin, chaque crevasse, chaque à-pic où un accident aurait pu se produire. Des équipes de spéléologues explorèrent les nombreuses grottes et cavités naturelles de la zone, pensant que père et fille avaient pu chuter dans l'une d'entre elles. Parallèlement, les gendarmes interrogèrent minutieusement tous les membres de l'équipe archéologique. Chacun confirma la version des faits. Com et Perle étaient partis explorer une nouvelle zone vers 11h30 et n'étaient jamais revenus. Aucun conflit, aucune tension particulière n'avait été observée au sein du groupe. L'atmosphère sur le chantier était détendue et studieuse, comme chaque été. Les jours suivants virent l'arrivée de renforts considérables. Les pompiers de plusieurs départements, des bénévoles expérimentés en secours en montagne, et même des chiens dressés pour la recherche de personnes disparues rejoignirent les opérations. La zone de recherche fut étendue sur un rayon de plusieurs kilomètres, incluant tous les sentiers de randonnée, toutes les routes forestières et tous les points d'eau de la région. Malgré ces efforts considérables, déployés pendant 2 semaines complètes, aucune trace de Com et Perle Bressan ne fut découverte. Aucun vêtement, aucun objet personnel, aucun indice permettant de comprendre ce qui leur était arrivé. C'était comme s'ils s'étaient tout simplement volatilisés dans la nature sauvage des Cévennes. L'absence de Com et Perle Bressan créa un vide immense qui transforma profondément la vie de tous ceux qui les avaient côtoyés. À l'université de Montpellier, le bureau de Com resta inoccupé pendant des mois. Ses collègues passaient devant sa porte fermée avec un sentiment d'irréalité, comme si cette disparition ne pouvait être que temporaire. Le directeur du département d'archéologie, le professeur Antoine Mercier, avait officiellement suspendu tous les cours de Com pour le semestre d'automne, espérant secrètement leur retour imminent. Laurent Fabre, son plus proche collègue et ami depuis 15 ans, était rongé par la culpabilité. Il se reprochait constamment de ne pas avoir accompagné Com et Perle dans leur exploration ce matin-là. « Si seulement j'avais été avec eux », répétait-il inlassablement à sa femme Sylvie, qui tentait de le consoler en lui rappelant qu'il n'aurait rien pu changer au cours des événements. Laurent avait pris en charge la gestion des affaires personnelles et professionnelles de Com, triant ses recherches, ses publications en cours et ses correspondances avec une minutie respectueuse. La maison de Com à Montpellier, une belle demeure du XIXe siècle dans le quartier historique de l'Écusson, était devenue un lieu de pèlerinage silencieux pour ses amis et ses étudiants. Sa sœur aînée, Isabelle Bressan-Martinez, avait pris les clés et maintenait la propriété dans l'espoir d'un retour. Elle venait chaque semaine arroser les plantes, relever le courrier et maintenir les lieux en état. La chambre de Perle restait exactement comme elle l'avait laissée. Ses livres d'histoire posés sur le bureau, ses photos d'objets archéologiques punaisés au mur, ses vêtements soigneusement rangés dans l'armoire. Dans le village de Saint-André de Valborgne, l'impact de la disparition fut tout aussi profond.
Marcel et Suzanne Calves, les propriétaires de l'auberge, furent interrogés plusieurs fois par les gendarmes et vécurent cette épreuve comme un traumatisme personnel. Ils avaient développé une affection sincère pour Com et Perle au fil des étés, les considérant presque comme de la famille. Suzanne gardait précieusement dans un tiroir de la cuisine la recette de confiture que Perle lui avait demandée ce dernier matin, se promettant de la lui donner à son retour. La communauté scientifique internationale suivit également cette affaire avec attention. Com Bressan jouissait d'une réputation excellente dans les cercles d'archéologues spécialisés dans les civilisations celtes. Ses publications étaient régulièrement citées et ses découvertes dans les Cévennes avaient contribué à enrichir la compréhension de l'occupation celte de cette région. Sa disparition représentait une perte considérable pour la recherche archéologique française. Les mois passèrent sans apporter la moindre réponse. L'automne 2017 arriva avec ses couleurs flamboyantes dans les Cévennes, puis l'hiver recouvrit les montagnes de son manteau blanc. Le printemps suivant vit refleurir les genêts et les châtaigniers, mais toujours aucune nouvelle de Com et Perle. Les recherches officielles avaient été officiellement suspendues en octobre 2017, faute de nouveaux éléments, mais des bénévoles continuaient sporadiquement à parcourir la région, poussés par l'espoir et la compassion. L'été 2018 marqua un tournant émotionnel difficile. Pour la première fois depuis 10 ans, aucune équipe d'archéologues ne vint s'installer à l'auberge des Cévennes. Laurent Fabre avait renoncé à poursuivre les fouilles sur le site où travaillait Com, trouvant trop douloureuse l'idée de retourner dans ces lieux chargés de souvenirs. L'oppidum celte resta donc en l'état, ses secrets partiellement révélés, figés dans l'attente hypothétique du retour de son découvreur. Isabelle Bressan-Martinez lança une dernière campagne de recherche privée à l'été 2019. Engageant une société spécialisée dans la recherche de personnes disparues. Ces professionnels, dirigés par l'ancien gendarme Jean-Claude Morin, reprirent minutieusement toutes les investigations depuis le début. Ils interrogèrent à nouveau tous les témoins, réexaminèrent chaque indice, explorèrent des zones qui n'avaient pas été fouillées lors des premières recherches. Leurs conclusions furent identiques à celles des enquêteurs officiels. Aucune trace, aucun élément permettant d'expliquer cette disparition. Au fil des années, plusieurs théories émergèrent dans la région. Certains évoquaient un accident tragique dans une crevasse profonde que les secouristes n'auraient pas découverte. D'autres pensaient à une fugue organisée, bien que cette hypothèse semblât peu crédible, compte tenu de la personnalité de Com et de son attachement à son travail. Les plus imaginatifs parlaient d'enlèvement, mais l'absence de demande de rançon et de mobile apparent rendait cette piste peu plausible. La gendarmerie maintint le dossier ouvert, comme c'est la procédure pour toutes les disparitions inexpliquées, mais l'affaire ne progressait plus. Le brigadier-chef Michel Lamort, qui avait dirigé l'enquête initiale, prit sa retraite en 2020 en gardant ce dossier comme l'un de ses plus grands regrets professionnels. Il transmit l'affaire à sa collègue, l'inspectrice Camille Navarro, une femme de 38 ans réputée pour sa ténacité et son approche méthodique des enquêtes complexes. L'inspectrice Navarro relut entièrement le dossier lors de sa prise de fonction, recherchant d'éventuels détails qui auraient pu échapper à ses prédécesseurs. Elle interrogea à nouveau Laurent Fabre, Isabelle Bressan-Martinez et plusieurs membres de l'équipe archéologique. Tous lui confirmèrent la même version des faits, cohérente et sans contradiction. Com était un homme équilibré, passionné par son travail, dévoué à sa fille et sans ennemi connu. Perle était une adolescente brillante et épanouie, très proche de son père. Rien dans leur comportement des derniers jours n'avait laissé présager une quelconque intention de disparaître volontairement. Le dimanche 10 juillet 2022, 5 années presque jour pour jour après la disparition de Com et Perle Bressan, un événement inattendu allait faire basculer cette affaire dans une dimension totalement différente. Ce jour-là, 2 alpinistes expérimentés, Thomas Giraud et sa compagne Nathalie Durand, tous 2 âgés de la trentaine et membres du club alpin de Nîmes, avaient entrepris l'escalade d'une paroi rocheuse particulièrement technique dans la partie la plus sauvage des Cévennes.
Cette falaise calcaire, haute d'environ 150 mètres et orientée plein sud, était connue des grimpeurs locaux sous le nom de « mur des vautours », en raison des grands rapaces qui nichaient dans ses anfractuosités. La voie qu'avaient choisie Thomas et Nathalie, côté 6C+, dans l'échelle de difficulté française, nécessitait un niveau technique élevé et une parfaite connaissance de la montagne Cévenol. Thomas, guide de haute montagne professionnel, dirigeait l'ascension, tandis que Nathalie, professeure d'éducation physique et alpiniste chevronnée, l'assurait depuis le bas. Ils avaient commencé leur escalade vers 8 heures du matin, profitant de la fraîcheur matinale, avant que le soleil ne rende la paroi rocheuse brûlante. La progression était technique mais régulière, chaque prise étant soigneusement évaluée et chaque mouvement calculé avec précision. Vers 11h30, alors qu'il évoluait dans la partie la plus délicate de la voie, à environ 80 mètres de hauteur, Thomas remarqua quelque chose d'inhabituel dans une fissure verticale de la roche. Au fond d'une crevasse étroite, large d'à peine 30 cm mais profonde de plus d'1 mètre, quelque chose brillait faiblement sous les rayons du soleil. L'objet semblait artificiel, tranchant avec l'environnement naturel de calcaire gris et de végétation clairsemée. Intrigué et prudent, Thomas s'assura solidement avant de se pencher pour examiner de plus près cette découverte inattendue. Ce qu'il distingua le figea d'étonnement. Coincé au fond de la crevasse, coincé si profondément qu'il était invisible depuis le bas et accessible seulement depuis cette position précise d'escalade, se trouvait ce qui ressemblait à une tablette numérique. L'appareil était coincé dans un étranglement de la fissure, maintenu en place par la géologie même de la paroi. « Nathalie !» cria Thomas vers sa compagne restée au pied de la falaise. « J'ai trouvé quelque chose d'étrange ici haut. On dirait un appareil électronique coincé dans la roche. » Sa voix résonna dans le silence de la montagne, portée par l'écho naturel des parois rocheuses. Nathalie lui répondit de continuer prudemment, sachant que son compagnon ne prendrait aucun risque inconsidéré. L'extraction de l'objet nécessita près d'1 heure de manœuvres délicates. Thomas dut utiliser ses outils d'alpinisme pour élargir légèrement la fissure et dégager progressivement la tablette sans l'endommager davantage. L'appareil semblait avoir séjourné dans cette crevasse pendant plusieurs années, protégé de la pluie directe mais exposé aux variations de température et à l'humidité ambiante. Une fois l'objet récupéré, Thomas examina attentivement sa trouvaille. Il s'agissait effectivement d'une tablette numérique de marque Samsung, modèle qui avait dû être commercialisé quelques années auparavant. L'écran était fissuré, la coque présentait des traces d'impact et l'ensemble portait les stigmates d'un long séjour en extérieur. Mais l'appareil semblait étonnamment préservé compte tenu des conditions climatiques auxquelles il avait été exposé. Sur la face arrière de la tablette, Thomas distingua un autocollant partiellement effacé portant un nom. C. Bressan, Univ Montpellier. Ce nom ne lui disait rien sur le moment, mais il comprit immédiatement qu'il venait de faire une découverte potentiellement importante. Comment un appareil appartenant à un universitaire de Montpellier avait-il pu se retrouver coincé dans cette crevasse pratiquement inaccessible ? Une fois redescendus au pied de la falaise, Thomas et Nathalie examinèrent plus attentivement leurs trouvailles. La tablette était éteinte et ne réagissait pas quand ils tentèrent de l'allumer, ce qui était logique après tant d'années d'exposition aux intempéries. Ils décidèrent de contacter immédiatement les autorités, comprenant qu'ils venaient peut-être de découvrir un élément crucial dans une affaire qu'ils ne connaissaient pas encore. L'appel de Thomas Giraud parvint à la gendarmerie de Saint-Jean-du-Gard vers 14 heures ce dimanche 10 juillet. L'inspectrice Camille Navarro, qui était de permanence ce week-end-là, prit immédiatement la communication au sérieux. Le nom C. Bressan, figurant sur l'appareil, fit immédiatement écho dans sa mémoire au dossier qu'elle avait repris 2 ans auparavant. En moins d'1 heure, l'inspectrice Navarro était sur place avec une équipe technique. Thomas et Nathalie lui remirent la tablette et lui expliquèrent précisément les circonstances de sa découverte.
L'emplacement où l'appareil avait été trouvé se situait à environ 2 kilomètres de la zone où Combe et Pearl-Bressan avaient été vus pour la dernière fois, dans une direction qui n'avait jamais été explorée de manière approfondie lors des recherches initiales. La position de la crevasse, à 80 mètres de hauteur sur une paroi quasi verticale, posait immédiatement une question troublante. Comment cet objet personnel de Combe-Bressan avait-il pu se retrouver dans un endroit si inaccessible? L'inspectrice Navarro examina attentivement la géologie des lieux. Au-dessus de la falaise s'étendait un plateau calcaire parcouru de nombreuses fissures et dolines, formation typique des terrains karstiques des Cévennes. L'hypothèse la plus logique était qu'un accident avait pu se produire sur le plateau, provoquant une chute de la tablette dans l'une de ces fissures qui communiquaient avec la crevasse où elle avait été découverte. Mais cette explication soulevait d'autres interrogations. Pourquoi les recherches initiales n'avaient-elles pas exploré cette zone? Et surtout, que révélerait l'examen du contenu de cet appareil? La tablette fut immédiatement envoyée au laboratoire de police scientifique de Montpellier pour expertise technique. Les spécialistes devaient déterminer s'il était possible de récupérer des données malgré les dommages apparents et les années d'exposition aux intempéries. L'inspectrice Navarro contacta également Laurent Fabre et Isabelle Bressan-Martinez pour les informer de cette découverte majeure. Laurent Fabre fut le premier à se rendre au laboratoire pour identifier formellement l'appareil. Dès qu'il le vit, il confirma sans hésitation qu'il s'agissait bien de la tablette professionnelle de Combe-Bressan. Il reconnaissait parfaitement le modèle que son collègue utilisait quotidiennement pour ses recherches, ainsi que l'autocollant d'identification qu'il avait lui-même aidé Combe à apposer lors de l'achat de l'appareil 2 ans avant sa disparition. Isabelle Bressan-Martinez, prévenue par téléphone, se rendit immédiatement de Montpellier à la gendarmerie. Cette femme de 52 ans, directrice commerciale dans une entreprise de cosmétiques, avait porté pendant 5 ans le poids de l'incertitude concernant le sort de son frère et de sa nièce. L'émotion la submergea quand elle vit la tablette, premier élément tangible retrouvé après toutes ces années de recherche infructueuses. « Mon Dieu !» murmura-t-elle en reconnaissant l'appareil, « c'est vraiment celle de Combe. Il l'emportait partout avec lui. C'était son outil de travail principal. Si on l'a retrouvé, c'est qu'il s'est forcément passé quelque chose de grave dans cette zone. » Ses mains tremblaient légèrement en tenant l'objet abîmé, consciente qu'il représentait peut-être la clé de l'énigme qui rongeait sa famille depuis 5 longues années. Le mardi 12 juillet, le laboratoire de police scientifique rappela l'inspectrice Navarro avec des nouvelles encourageantes. Malgré les dommages visibles, les composants internes de la tablette étaient partiellement récupérables. La mémoire de stockage, protégée par une coque métallique, avait résisté aux intempéries mieux que prévu. Les techniciens estimaient possible de récupérer une partie des données, notamment les photos et les documents stockés localement sur l'appareil. Cette nouvelle représentait un espoir immense pour tous ceux qui avaient vécu cette disparition comme un traumatisme personnel. Enfin, après 5 années d'interrogations douloureuses, un élément concret permettrait peut-être de comprendre ce qui s'était réellement passé ce 25 août 2017 dans les montagnes cévenoles. Le processus de récupération des données nécessita 3 jours de travail méticuleux. Les spécialistes devaient procéder avec une extrême prudence pour ne pas endommager davantage les composants fragiles. Chaque fichier récupéré était immédiatement sauvegardé et analysé. Les premiers éléments qui émergèrent confirmèrent qu'il s'agissait bien de l'appareil de travail de Combe-Bressan. Des dizaines de photos de fouilles archéologiques, des notes de recherche, des correspondances avec ses collègues. Mais c'est le vendredi 15 juillet, vers 16h30, qu'une découverte allait bouleverser complètement l'enquête. Au milieu des fichiers récupérés, les techniciens trouvèrent une série de photos, datées du 25 août 2017, le jour même de la disparition. Ces images, prises entre 10h45 et 11h15 ce matin-là, montraient des objets archéologiques d'une beauté et d'une valeur exceptionnelle. L'inspectrice Navarro, qui examina ces photos en présence de Laurent Fabre, resta bouche bée devant ce qu'elle découvrait.
Les images révélaient des pièces d'orfèvrerie celte d'une finesse extraordinaire. Des torques en or massif, ornées de motifs complexes, des fibules serties de pierres précieuses, des pièces de monnaie antiques dans un état de conservation parfait. Ces objets, photographiés apparemment in situ dans une cavité rocheuse, représentaient un trésor archéologique d'une valeur inestimable. « Ces pièces sont absolument exceptionnelles », murmura Laurent Fabre en examinant attentivement chaque photo. « Je n'ai jamais vu d'objet celte de cette qualité dans nos fouilles. Leur état de conservation est miraculeux, la valeur historique et monétaire de cet ensemble doit se chiffrer en millions d'euros. » Sa voix trahissait à la fois l'admiration du chercheur et l'inquiétude de l'ami qui commençait à entrevoir ce qui avait pu motiver la disparition de Côme et Perle. Mais le plus troublant restait à venir. Dans les métadonnées des photos, les techniciens découvrirent des coordonnées GPS qui ne correspondaient pas au site archéologique officiel où travaillait l'équipe de Côme. Ces coordonnées pointaient vers un lieu situé à environ 3 kilomètres de là, dans une zone qui n'avait jamais fait l'objet de fouilles déclarées. Comment Côme avait-il découvert ces objets? Et surtout, pourquoi ne les avait-il pas déclarés aux autorités compétentes, comme l'exigeait la législation française sur les découvertes archéologiques? L'inspectrice Camille Navarro décida d'organiser immédiatement une expédition vers les coordonnées GPS révélées par la tablette. Le samedi 16 juillet au matin, accompagnée de Laurent Fabre, de 2 gendarmes spécialisés en montagne et d'un géologue expert des terrains karstiques, elle se rendit sur le site indiqué par les métadonnées des photos. L'équipe emportait un matériel de détection sophistiqué ainsi que des outils d'excavation de précision. Le lieu correspondait exactement à la description géologique des Cévennes. Un plateau calcaire criblé de dolines et de fissures naturelles, couvert d'une végétation méditerranéenne clairsemée. Après 2 heures de recherche méthodique, l'équipe découvrit une cavité naturelle, dissimulée sous un amoncellement de pierres qui ne semblait pas entièrement naturel. Cette cache rudimentaire avait visiblement été aménagée pour dissimuler l'accès à une grotte souterraine. L'exploration de cette cavité révéla rapidement qu'elle avait été vidée de son contenu archéologique. Les traces au sol, analysées par le géologue, montraient qu'un nombre important d'objets avaient été stockés puis retirés de cet endroit. Des empreintes dans la terre argileuse témoignaient du passage récent de plusieurs personnes équipées de matériel de transport. Laurent Fabre confirma que cette cavité naturelle correspondait parfaitement au décor visible sur les photos de la tablette de Côme. « Regardez ces traces », dit l'inspectrice Navarro en désignant des marques profondes dans le sol argileux. « On voit clairement qu'il y a eu un va-et-vient important ici. Ces objets ont été extraits méthodiquement, probablement avec un matériel professionnel. » Elle photographia minutieusement chaque indice, comprenant qu'il venait de découvrir le théâtre d'un pillage archéologique d'envergure. L'enquête prit alors une dimension totalement nouvelle. L'inspectrice Navarro contacta immédiatement la brigade spécialisée dans la lutte contre le trafic d'œuvres d'art du service régional de police judiciaire. Cette unité d'élite, dirigée par le commandant Éric Jourdain, possédait une expertise particulière dans les réseaux internationaux de commerce illégal d'antiquités. Le commandant Jourdain examina attentivement les photos récupérées sur la tablette de Côme-Bressan. Son expérience lui permit d'identifier immédiatement la nature exceptionnelle de ces pièces. Ces objets correspondent à ce que nous appelons des pièces de musée, expliqua-t-il à l'inspectrice Navarro. Leur valeur sur le marché noir de l'art antique peut atteindre plusieurs millions d'euros. Nous avons affaire à un réseau de pillage de haut niveau. L'analyse des réseaux criminels, spécialisés dans ce domaine, révéla rapidement un nom qui revenait régulièrement dans les enquêtes récentes. Éric Monclerc, un antiquaire parisien de 58 ans, officiellement spécialisé dans l'art gallo-romain. Cet homme, à la réputation apparemment irréprochable, était en réalité soupçonné depuis plusieurs années de coordonner un réseau international de trafiquants d'antiquités. Ces galeries parisiennes et londoniennes servaient de façade à un commerce illégal particulièrement lucratif.
Le recoupement des données téléphoniques et des mouvements bancaires de Montclair révéla des éléments troublants. En août 2017, précisément dans les jours qui avaient précédé la disparition de Côme et Perle-Bressan, plusieurs communications téléphoniques avaient eu lieu entre le téléphone de Montclair et des numéros localisés dans la région des Cévennes. Des virements bancaires importants avaient également été effectués vers des comptes offshore dans les mêmes périodes. L'enquête approfondie sur les activités de Montclair permit de reconstituer progressivement le mode opératoire de son réseau. L'antiquaire employait des prospecteurs locaux chargés d'identifier les sites archéologiques riches en artefacts de valeur. Ces hommes de main, souvent d'anciens délinquants reconvertis dans le pillage organisé, utilisaient des détecteurs de métaux sophistiqués et des techniques de fouilles clandestines pour localiser et extraire les objets les plus précieux. Le 20 juillet, une perquisition simultanée fut organisée chez Éric Moncler à Paris et dans ses entrepôts de la région parisienne. Cette opération, menée par la brigade spécialisée avec l'appui de l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels, permit la saisie d'une documentation considérable. Parmi les milliers de documents confisqués, les enquêteurs découvrirent des photos des objets celtes identiques à celles trouvées sur la tablette de Côme-Bressan. Confronté aux preuves, Éric Moncler nia d'abord toute implication dans la disparition du père et de la fille. Il reconnut seulement avoir acheté de bonne foi des objets archéologiques à des fournisseurs dont il prétendait ignorer les méthodes d'acquisition. Mais l'étau se resserrait progressivement autour de lui et de ses complices. Le tournant décisif de l'enquête survint quand les gendarmes retrouvèrent l'un des prospecteurs employés par Moncler, Didier Saulnier, un homme de 42 ans originaire d'Alès, plusieurs fois condamné pour vol et recel. Mis en garde à vue le 23 juillet, cet homme au physique massif et au regard fuyant craqua après 10 heures d'interrogatoire serré mené par l'inspectrice Navarro et le commandant Jourdain. « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça », avoua-t-il finalement, les mains tremblantes et la voix brisée. « On était juste venu récupérer les objets qu'on avait planqués dans la grotte. On ne savait pas que l'archéologue et sa fille allaient tomber sur nous ce matin-là. » Ces paroles, enregistrées et transcrites avec précision, allaient enfin révéler la vérité sur ce qui s'était passé le 25 août 2017. Didier Saulnier expliqua comment son équipe de 3 hommes pillait systématiquement les sites archéologiques de la région depuis plusieurs mois sur ordre d'Éric Moncler. Ils avaient découvert cette cache naturelle exceptionnellement riche en objets celtes et l'utilisaient comme entrepôt temporaire avant le transport vers Paris. Le matin du 25 août, ils étaient venus récupérer le contenu de la grotte pour l'expédier vers les acheteurs internationaux déjà identifiés par Moncler. Vers 11h15, continua Saulnier d'une voix à peine audible. On a entendu des voix qui approchaient. C'était l'archéologue et sa fille qui exploraient la zone. Ils nous ont surpris en train de charger les objets dans nos sacs. L'homme a immédiatement compris ce qui se passait et a commencé à prendre des photos avec sa tablette en nous menaçant d'alerter les autorités. La suite du récit de Saulnier glaça d'horreur tous les enquêteurs présents. Pris de panique à l'idée que leur opération soit découverte et que des années de trafic soient révélées, les 3 hommes avaient tenté de s'emparer de la tablette de Côme. Une bousculade s'était engagée au bord du plateau, près d'une faille profonde qui s'ouvrait dans le sol calcaire. Tout s'est passé très vite, poursuivit le complice, les larmes aux yeux. L'archéologue nous résistait. Il protégeait sa fille derrière lui. Dans la bagarre, ils ont basculé tous les deux dans la faille. Sa tablette est tombée aussi, mais elle s'est coincée dans une crevasse de la paroi. Nous, on n'arrivait plus à la récupérer. Sa voix se brisa complètement à ce moment-là, réalisant qu'il venait d'avouer un double meurtre involontaire qui le hanterait jusqu'à la fin de ses jours. L'aveu de Didier Saulnier permit immédiatement d'organiser une nouvelle expédition de recherche vers la faille qu'il avait décrite. Cette crevasse naturelle, profonde de plus de 40 mètres et large de seulement 2 mètres à son ouverture, n'avait jamais été explorée lors des recherches initiales, car elle était dissimulée par la végétation et située à l'écart des zones prioritaires délimitées en 2017.
L'intervention nécessita l'appel d'une équipe de spéléologues professionnels équipés de matériel de descente et d'éclairage spécialisé. Le 26 juillet, après des heures de préparation technique, les sauveteurs descendirent dans la faille sous le regard ému d'Isabelle Bressan-Martinez et de Laurent Fabre, venus assister à cette ultime recherche. Au fond de cette cavité naturelle, les spéléologues découvrirent effectivement les corps de Côme et Perle Bressan. Père et fille gisaient, côte à côte, Côme ayant visiblement tenté jusqu'au bout de protéger sa fille de sa chute. L'examen médico-légal confirma qu'ils étaient morts instantanément de traumatisme crânien lors de l'impact, 5 ans auparavant. La profondeur et l'étroitesse de cette faille expliquaient pourquoi ils n'avaient jamais été retrouvés malgré l'ampleur des recherches. Cette découverte tragique apporta enfin un terme à 5 années d'incertitude douloureuse pour leur famille et leurs proches. Isabelle Bressan-Martinez put enfin organiser des obsèques dignes pour son frère et sa nièce, offrant à tous ceux qui les avaient aimés la possibilité de leur rendre un dernier hommage. La cérémonie, qui eut lieu en la cathédrale Saint-Pierre de Montpellier le 2 août 2022, rassembla plusieurs centaines de personnes venues témoigner de leur affection et de leur respect. L'enquête judiciaire se poursuivit contre l'ensemble du réseau dirigé par Éric Monclerc. L'antiquaire parisien fut finalement inculpé pour recel d'objets archéologiques, organisation d'un réseau de trafic international et homicide involontaire. Ses complices, y compris Didier Saulnier qui avait coopéré avec la justice, furent également poursuivis selon leur degré d'implication dans cette affaire criminelle. Le procès, qui eut lieu à Nîmes au printemps 2023, révéla l'ampleur du réseau de Monclerc. Pendant près de 10 ans, cette organisation avait pillé systématiquement des sites archéologiques dans tout le sud de la France, écoulant les objets les plus précieux vers des collectionneurs privés en Allemagne, en Suisse et aux États-Unis. Le préjudice pour le patrimoine historique français fut évalué à plus de 15 millions d'euros par les experts. Éric Monclerc fut condamné à 12 ans de prison ferme et à des dommages et intérêts considérables. Didier Saulnier, qui avait coopéré et exprimé des remords sincères, écopa de 8 ans d'emprisonnement. Ses complices directs furent condamnés à des peines de 6 à 10 ans, selon leur rôle dans l'organisation criminelle. Les objets celtes photographiés par Côme Bressan furent partiellement retrouvés dans les entrepôts de Monclerc et chez certains acheteurs européens. Ces pièces exceptionnelles, après expertise et authentification, furent remises au musée d'archéologie de Nîmes, où elles constituent aujourd'hui l'une des plus belles collections d'orfèvrerie celte de France. Une salle entière leur est consacrée, portant le nom de collection Côme et Perle Bressan, en mémoire de ceux qui ont payé de leur vie la défense du patrimoine historique. Laurent Fabre reprit les recherches archéologiques dans les Cévennes, mais dans un esprit différent. Marqué par la tragédie de ses amis, il développa un protocole de sécurité renforcé pour protéger les sites de fouilles contre les pillards. Il créa également une fondation dédiée à la sensibilisation du public sur l'importance de préserver le patrimoine archéologique et les dangers du commerce illégal d'antiquités. L'Université de Montpellier institua un prix annuel, Côme Bressan, récompensant les travaux de recherche les plus remarquables en archéologie celte. Perle fut honorée par la création d'une bourse d'études destinée à encourager les jeunes filles à s'orienter vers les carrières scientifiques, perpétuant ainsi sa mémoire et son exemple d'intelligence précoce. Marcel et Suzanne Calves transformèrent une partie de leur auberge en petit musée dédié à l'archéologie cévenole, exposant des reproductions des découvertes de Côme Bressan et sensibilisant les visiteurs aux richesses historiques de leur région. Cette initiative contribua à développer un tourisme culturel respectueux et éducatif dans les Cévennes. L'inspectrice Camille Navarro fut promue au grade de commandante pour la qualité de son travail sur cette affaire complexe. Elle continua à lutter contre le trafic d'œuvres d'art, devenant une spécialiste reconnue de ces réseaux criminels particulièrement difficiles à démanteler.
L'affaire Bressan resta pour elle un exemple parfait de la nécessité de ne jamais abandonner, même face aux disparitions les plus mystérieuses. 5 ans après ces événements tragiques, les Cévennes ont retrouvé leur sérénité. Les sites archéologiques sont mieux protégés. Les chercheurs travaillent avec des protocoles de sécurité renforcés et la population locale est sensibilisée à l'importance de signaler toute activité suspecte. Mais pour tous ceux qui ont connu Côme et Perle-Bressan, leurs souvenirs restent vivaces, incarnant l'idéal de chercheurs passionnés qui ont donné leur vie pour préserver l'héritage de nos ancêtres. Cette affaire nous montre comment la cupidité et l'appât du gain peuvent transformer des découvertes scientifiques extraordinaires en tragédies humaines. Elle révèle aussi l'importance cruciale de protéger notre patrimoine archéologique contre ceux qui voudraient le transformer en simple marchandise. Côme et Perle-Bressan sont morts en défendant ces valeurs, et leur sacrifice n'aura pas été vain s'ils contribuent à sensibiliser le public à ces enjeux fondamentaux. Que pensez-vous de cette histoire? Aviez-vous soupçonné l'implication d'un réseau de trafiquants dès la découverte de la tablette? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette enquête approfondie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez votre like si cette histoire vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse également à ces affaires criminelles complexes. Votre soutien nous permet de continuer à vous raconter ces histoires qui révèlent les aspects les plus sombres et les plus lumineux de la nature humaine.